Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Financement des élections sur près de 432 millions de dollars. Le gouvernement a déjà débloqué 300 millions de dollars américains, a annoncé le vice-président de la CENI, qui signale le décaissement d'un montant de 56 millions de dollars en ce début du mois d'octobre. Les meetings projetés des leaders des partis et regroupements politiques de l'opposition à Lubumbashi n'a pas eu lieu ce samedi 13 octobre comme prévu. Parmi les causes de la non-tenue de cet événement, on annonce des raisons sécuritaires, alors que quelques leaders de l'opposition étaient déjà présents au lieu du rassemblement populaire. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Enseignement technique professionnel en RDC, l'Institut scientifique et technique d'Engaliema vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment de 6 classes en son sein et de nouvelles latrines, dont du peuple japonais. La cérémonie officielle de remise de ces bâtiments a eu lieu ce vendredi 12 octobre en présence du ministre provincial de l'Éducation Thérèse Olenga Kalonda et du directeur provincial de l'EPSP Kinshasa Lukunga Lambert Mbadumwanda. Prenant la parole, l'ambassadeur du Japon en RDC a pour ce faire expliquer l'effectivité de ces projets. Grâce à ce projet, ISTN devient la première école de formation professionnelle de la commune de Engaliema qui est dotée d'installations et d'équipements platis. De plus, le contenu de formation dispensé dans cette école est réellement orienté vers le développement des ressources humaines industrielles aux vocations indispensables. La ministre provinciale de l'Éducation salue les gestes des Japonais et le courage des dirigeants de l'ISTN. Cet ouvrage n'est pas que du béton. Au-delà du béton, au-delà des équipements, c'est un symbole fort pour que nous puissions forger les esprits dont le Congo a besoin pour réussir l'émergence. Et le préfet de l'Institut scientifique et technique d'Engaliema, Gaston Nzoko Mbobo, remercie les donateurs pour cette œuvre grandiose. Nous avons fait un plaidoyer dans les différentes chancelleries, mais au niveau des Japonais, ils étaient vraiment très contents et très d'accord de nous recevoir. Ceci, ils nous ont reçu ce bâtiment, nous sommes vraiment très contents. Donc les impressions sont très bonnes. Nous allons vraiment utiliser ces ateliers pour l'intérêt vraiment de nos enfants. Tout est bien qui finit bien, c'est par une visite des différentes salles de classe construites que s'est clôturée cette cérémonie. Le président des élèves. Malgré l'annonce faite, les contacts entrepris et la correspondance adressée à l'autorité urbaine de la ville de Lubumbashi, le meeting projeté par les leaders des regroupements et partis politiques de l'opposition n'a pas eu lieu ce samedi 13 octobre 2018 comme prévu. Parmi les causes, les raisons sécuritaires telles qu'avancées par Madame Lauriane Kalombo, maire adjointe de la ville de Lubumbashi, qui l'aurait fait savoir dans une lettre datée du 12 octobre, réfutée par certains ténors de l'opposition après avoir fait le tour de réseaux sociaux. Déjà, très tôt dans la matinée de ce samedi, jour du meeting, des éléments de la police ont assiégé le lieu, ainsi que la résidence du coordonnateur régional de la plateforme Ensemble pour le changement, Grand Katanga, Gabriel Kungwa-Kumwanza. Par ailleurs, à en croire certaines sources, la même police aurait saisi et acheminé à leur bureau l'écran géant devant servir à la retransmission du message de Moïse Katumbi, président national de la plateforme Ensemble pour le changement, un message adressé aux nombreux militants de l'opposition politique congolaise. À titre de rappel, ce meeting qui devrait se tenir dans la commune de la Kenya
s'inscrit dans le cadre des actions de protestation de grande envergure envisagées par l'opposition au mois d'octobre en vue d'obtenir la tenue des élections le 23 décembre prochain sans la machine à voter et la présence des électeurs déclarés fictifs sans empreinte digitale et retrouvés dans le fichier électoral. Signalant qu'en marge de cette manifestation, plusieurs leaders de l'opposition ont fait le déplacement de la ville de Lubumbashi et nonobstant leur tentative à vouloir se rendre au lieu de l'événement, ils se sont vus être barrés la route par des éléments de la police commis à cette tâche. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, CESAC, invite les professionnels des médias candidats aux élections de décembre 2018 à se conformer à la loi et à faire la part de choses entre la profession et la carrière politique, surtout en cette période préélectorale. C'est le président de cette institution, Tito Ndombi, qui l'a fait savoir au cours d'une interview accordée. En ce qui concerne les journalistes qui sont candidats, la situation elle est claire. Le code d'éthique et de déontologie dans son article 2 insiste sur l'indépendance et la neutralité du journaliste. La neutralité, insiste du journaliste. Et le journaliste en tant que professionnel accomplit une mission d'intérêt général. Une mission qu'il doit accomplir loyalement. Or, un journaliste engagé politiquement, le candidat, il devient un militant. Il milite pour sa cause, il milite pour son parti, il milite pour son regroupement politique. Il milite pour ses convictions. Vous voyez, il s'éloigne des missions d'intérêt général. Parce que le journaliste, c'est un acteur social. Un acteur social qui milite pour des missions d'intérêt général. C'est le contraire d'un acteur politique. Or, maintenant, les journalistes qui sont devenus candidats quittent leur statut d'acteur social, ils deviennent des acteurs politiques. Dès ce moment-là, on ne peut plus concilier l'activité journalistique avec l'engagement politique. Fini l'étape pédagogique, le CESAC promet des sanctions aux récidivistes et à ceux qui n'obtempéreront pas au prescrit de la loi, mais cela se fera bien entendu après avoir pris langue avec les responsables des organes de presse de ces journalistes. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Les chevaliers de la plume sont appelés à observer l'éthique et la déontologie professionnelle, d'autant plus que la presse est un métier qui est régi par des textes ainsi que de valeurs universelles. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée vendredi 12 octobre secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, par les chefs d'État et des gouvernements réunis lors du 17e sommet organisé dans la capitale arménienne, Erevan, depuis jeudi dernier. Par acclamation, les chefs d'État et des gouvernements ont désigné Madame Mushikiwabo pour succéder à la Canadienne Michaëlle Jean, qui a perdu les soutiens de son pays et du Québec. Cette élection de la ministre des Affaires étrangères rwandaise est considérée par le président du parti Unité des Valeurs comme une insulte à la francophonie. L'OIF, c'est une institution qui souffre d'obésité. 84 membres, je pense que ça pèse trop pour la France. Elle ne sait plus où donner la tête. Je vois mal comment les présidents français, ça s'engage la francophonie, parce que nous avons un mot à dire. Quand je dis nous les Congolais, je ne me mêle pas de la politique française, mais je me mêle aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de la francophonie dont nous faisons partie. Mais aujourd'hui, prendre un pays, une ressortissante d'un pays qui a abandonné la langue française au profit de notre langue, et puis mettre cette personne-là à la tête de la francophonie, moi je dis c'est une insulte aux valeurs de la francophonie. Élue pour un mandat de 4 ans, elle devient la 4e secrétaire générale de l'OIF après l'Égyptien Boutros Ghali, le Sénégalais Abdou Diouf et la Canadienne Michaëlle Jean. Le français est la 3e langue officielle du Rwanda après le Kinyarwanda et l'anglais. L'accident qui a occasionné la mort de plusieurs Congolais dans le Congo central n'a pas pu laisser indifférent Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature, qui présente ses condoléances le plus attristées aux familles éplorées. On va présenter nos condoléances aux familles,
parce que c'est pas facile, ce genre de situation. Vraiment de tout cœur nos condoléances à la famille. L'occasion faisant le larron fait qu'il interpelle les dirigeants pour le danger qui guette la population quinoise qui vit avec les stations d'essence. Aujourd'hui, la manière dont les stations d'essence sont en train de pulluler, je me suis toujours posé la question, est-ce que ceux qui nous dirigent, ils ont réellement l'amour de ces pays? On a aujourd'hui le cas de l'hôpital de Kitambo, on a en train de construire une station d'essence dans l'enceinte de l'hôpital, en diagonale, dans une parcelle. On vient diriger encore une autre station d'essence. En sachant que la ville de Kinshasa n'a que 3 camions de sapeurs-pompiers. Des fois quand ça arrive, c'est d'habitude à 90% c'est en retard. C'est pour cela on a toujours dit, nous sommes arrivés à un point où c'est à l'homme congolais de prendre conscience. C'est une triste réalité qu'à travers la ville de Kinshasa, les stations-service pullulent et de fois, elles sont érigées près des écoles, hôpitaux et maisons d'habitation. La vie humaine est sacrée, Quinois et Quinoises prenons conscience. La ville-province de Kinshasa connaît à ces jours de fortes chaleurs qui varient entre 29 degrés et 31 degrés Celsius. Les habitants de la capitale congolaise, toutes tendances confondues, sont butés à cette difficulté qui peut occasionner un stress énorme pour le corps humain. Le docteur Arsène Mavoumu du centre Notre-Dame de Grâce à Kinkole nous énumère les conséquences que les fortes chaleurs peuvent provoquer chez l'être humain. Lorsqu'il y a une forte chaleur et que vous êtes exposé pendant un bon moment, cela va s'extérioriser par beaucoup de facteurs. Nous allons commencer d'abord par l'insolation, qui est une exposition aux rayons solaires qui commence par la tête. Et de là, ça va entraîner ces conséquences qui sont les fatigues. La personne va s'épuiser, donc il y aura un épuisement dû à la chaleur. Nous aurons une soif intense, donc la personne aura tendance à boire. Et il y aura la somnolence. Et lorsque cette chaleur-là a pris beaucoup de temps, ça peut même entraîner la fièvre, ça peut même entraîner les convulsions, le coma, voire la mort. Cependant, pour se protéger de ces conséquences, il faut respecter certaines règles. Nous devons boire de l'eau plus que de coutume. Deuxièmement, avant de sortir, il faut avoir l'habitude de voir au moins la température du jour. Troisièmement, éviter le surcharge vestimentaire. Il faut chercher à porter les habits qui sont légers et de préférence le coton. Et non les habits noirs, parce que quand il fait chaud, vous portez les habits noirs. Les noirs emmagasinent la chaleur. Et en dehors de ça, quand il fait très chaud et que vous avez une course à faire, il faut chercher toujours à se protéger, soit à porter un chapeau, soit avoir votre parasol pour être bien protégé. Les bébés et les nourrissons ne sont pas épargnés, a martelé le docteur Arsène Mavoumu. Nous sommes à l'école agricole située au quartier Mombele dans la commune de Limete, d'où ce grand site de travaux champêtres est sur le point d'être vendu au sujet chinois en connivence avec la Banque mondiale. Très affectées par cette prétendue vente, quelques femmes maraîchères trouvées sur le lieu expliquent les faits. mais esimbite bazonga na bango bayaki pe babengi biso to chinia pe mikanda mabeleja ya leta biso to jaba mama to sala to bika ka pe awa ese biso mbongo po ebikisa pe biso tana na modelo ya biso obandu utambula na barabara ozosenga batu ba bengo na ndoki ka chozana kindoki te po zangi bayepsi biso boya na bakati batuni biso ba mituna ndenge baloba ndeto ozonga lisusu ba mchusu nani bakutani te ba solola. Saisis par ces femmes afin de les aider à trouver une solution car ces terrains nourrit un bon nombre de familles, Boni Kamunga, président de Kinshasa Telema, était descendu sur le terrain pour faire son constat et met en garde tous ceux-là qui veulent vendre cette seule école agricole en promettant une mobilisation en cas de récidive. Cette site ici nourrit plus de 2000-3000 personnes dans les quartiers Mombele et dans les quartiers environnants. Et ces mamans ici et ces jeunes gens ici vivent de ça. Ils paient les minerval de leurs enfants. Avec ça, ils font nourrir la maison. Avec ça, nous n'accepterons jamais qu'on vende cette site. Ce n'est pas gentil. Hein?
Ayons pitié quand même de cette population qui est en train de souffrir, qui est en train de trimer. Hein? Moi je pense que nous disons non, N-O-N, à la vente de ce terrain ici. Ça ne sera pas vendu, nous allons nous soulever pour ce terrain ici d'agricole. Nous disons non. Les travaux de l'agrandissement de la route sur l'avenue Kassavubu allant vers Bondal, Chibangu, pour pallier aux embouteillages de cette partie, interpellent les architectes qui pensent qu'agrandir cette voie ne serait pas la bonne solution car c'est dangereux de faire de ces tronçons une voie rapide à cause de ceci. Nous venons de Kassavubu qui est une route à 2 voies. Ils ont une chaussée, une route 2 chaussées à 2 voies. 2 voies aller, 2 voies retour. Au niveau de la station de Chibangu, la route s'agrandit avec une bande de terre qui était au milieu, qui servait aussi de parking pour tous les commerces. Vous agrandissez juste le tronçon qui va de Chibangu, de la station, à la bretelle qui vient de l'hôpital. Et puis il y a le pont qui continue et de l'autre côté, la voie se rétrécit encore. Est-ce que logiquement, en ouvrant cette route-là, en mettant 3 ou 4 bandes de chaque, vous augmentez le flou, la densité de la circulation? Qu'en sera-t-il à la bretelle qui vient de l'hôpital? Déjà, à l'état actuel, c'est un casse-tête. Mais imaginez que 4 voitures qui arrivent et des voitures qui arrivent de l'autre côté qui se retrouvent avec 4 bandes de vertes. Donc ça sera un nœud d'étranglement terrible. Jean-Patrick Lukaou, architecte de son état, invite l'autorité urbaine à consulter les spécialistes, c'est-à-dire architectes, urbanistes et autres pour des études approfondies. Il fallait une étude préliminaire avant. L'ISAU est là, il y a plein de spécialistes architectes urbanistes. On pouvait organiser une étude par rapport au problème, parce que c'est un problème. Mais il fallait une étude réfléchie. Comme je dis, faire de cette voie une voie rapide, c'est très dangereux. Il faut prévoir des voies secondaires. C'est le plus important. Et non agrandir. Pour leur part, les usagers de ce coin de la capitale ressentent déjà les effets de ces déboisements. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain numéro est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.